Excusez-moi pour l'interruption, mais mon ordinateur était déchargé puis j'avais pas réalisé qu'il fallait le recharger. Et donc, maintenant qu'il est branché, je continue sur ce que j'étais en train de dire, qui est essentiellement que je donnais l'exemple là d'un point que l'Assemblée aurait sélectionné, le mode de scrutin, et comment le débat peut se faire avec la population, avec les groupes concernés, avec les groupes intéressés plutôt, et les spécialistes au Québec, mais comment aussi on peut pousser puis aller beaucoup plus loin, puis avoir une délibération finalement qui dépasse le cadre du Québec, aller voir dans d'autres pays ce qui se fait, puis demander à ces gens-là de nourrir notre délibération ici. Et puis on peut distinguer un fonctionnement comme ça, par exemple, de l'année que les citoyens de Colombie-Britannique ont passé en Colombie-Britannique à toutes les fins de semaine à discuter du mode de scrutin. Si on mettait en place une assemblée constitutionnelle, cette discussion-là peut durer quelques années, puis on peut aller beaucoup plus en profondeur qu'on a pu le faire là-bas. Malgré tout, ils ont quand même fait un travail acceptable là-bas. Mais ici, dans le cadre que je suis en train de suggérer, on pourrait aller beaucoup plus loin et donc en arriver à un résultat qui est aussi meilleur. Parce que sur ces questions techniques-là, malheureusement, comme le mode de scrutin, c'est pas si simple que ça. Ça peut sembler simple, là, mais quand on parle du mode de scrutin proportionnel, en fait, il y a plusieurs variantes, et il faut comprendre ces variantes-là. Puis non seulement il y a plusieurs variantes qui existent, mais il y a des variantes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a des idées d'aménagement, de changement, de modification de ce système-là qui ne sont pas mises en place dans aucun pays ou presque pas, des fois dans certaines organisations, mais parfois il y en a qui sont simplement théoriques. Fait qu'après avoir pris en connaissance qu'est-ce qui se fait ailleurs, il va falloir aussi se reposer une deuxième question. T'sais, si, mettons, le mode scandinave, c'est en question, c'était le mode de scrutin qui vous semble le plus intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Puis là, c'est une autre question complètement. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une première phase de délibération sur un sujet particulier, après avoir déterminé son ordre de priorité, on doit faire une consultation large pour avoir les idées globalement, et ensuite, peut-être même enfin, on peut mélanger les deux, là, mais peut-être même que ce ne serait pas inapproprié de pratiquement séparer ces deux champs-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va regarder ce qui se fait. Venez nous dire ce que vous pensez, ce qui se fait dans les autres pays, qu'est-ce qui est le meilleur, ou qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est quoi vos priorités à vous et tout ça, et puis que le débat se limite à ça. Puis dans un deuxième temps, le débat porte vraiment sur comment est-ce qu'on peut améliorer ces modèles-là qui existent ailleurs. Et donc, il faudrait, comme vous pouvez le comprendre, avoir un processus qui est plus long là, que de juste consulter, délibérer puis faire une proposition. Et puis donc, après avoir fait ces deux processus-là, puis après on est arrivé à... Puis là, dans le cadre du deuxième processus, vous pouvez aussi dire à certaines personnes, écoutez, ce que vous nous dites, ça nous semble intéressant, ben on aimerait ça, tu sais, un peu vous coopter comme conseiller, puis on aimerait ça que vous nous pondiez un document, ou que vous prépariez une série de présentations pour bien nous expliquer comment ça pourrait fonctionner, puis on va vous donner des ressources, des chercheurs, des gens pour, dans certains cas, je ne peux pas dire que vous allez faire ça pour tout le monde, mais vous pouvez dire, tu sais, on va sélectionner telles idées, puis on va demander là, à des spécialistes, entre guillemets, d'approfondir ces questions-là pour ensuite nourrir votre propre discussion. Puis pour vous amuser, vous pouvez le donner, ce même mandat-là, à 2 ou 3 personnes, puis leur dire de travailler de manière indépendante. Pour qu'ensuite, quand ils viennent vous parler, il y ait des points de consensus, puis qu'il y ait des points de divergence aussi, puis des perspectives différentes sur le même objet. Fait qu'on peut aller très loin, si on a les ressources pour le faire, et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des propositions qui sont excellentes, au lieu d'avoir des propositions et des constitutions avec des normes qui laissent à désirer. J'allais dire qu'ils sont médiocres dans certains cas, puis c'est vrai, mais il y en a beaucoup que ça laisse à désirer parce qu'on fait ça rapidement et puis on ne réalise pas que ces normes-là, on le réalise un peu, mais on ne pense pas à l'effet que ces normes-là ont un impact là, très long et qui mérite une réflexion beaucoup plus profonde. Ceci pour dire que donc, sur les sujets en question, par exemple le mode de scrutin, après tout ça, vous pouvez en arriver à avoir une proposition. Mais là, c'est pas encore fini. Il faut retourner devant la population pour leur dire, voici notre proposition préliminaire.
mode de scrutin scandinave avec telle modification. Vous expliquez la chose, vous leur dites, on est allé, on a consulté tout le monde, essentiellement dans le monde entier pratiquement, je le dis à la blague, là, mais tu sais, vous avez fait votre travail, et puis voici ce qui nous semble le meilleur. Hein? Puis vous pouvez même avoir l'honnêteté de dire, tu sais, peut-être que notre numéro 2, ce serait ça, puis notre numéro 3, ce serait ça. Hein? Puis là, repitcher ça en bon québécois à la population, hein, aux spécialistes, puis etc., et leur dire, dites-nous ce que vous pensez de nos conclusions. Hein? Puis après avoir un autre feedback comme ça, hein, qui va peut-être être positif, qui va peut-être être mitoyen, mitigé ou négatif, hein, là, hein, vous pouvez prendre le temps de reformuler une proposition. Si disons, on sent qu'il y a un bon contact, entre guillemets, avec la population, puis que la population semble être contente de cette idée préliminaire-là, hein, vous pouvez donc, là, à ce moment-là, la prendre, la reformuler, peut-être la modifier un peu ou la garder telle qu'elle, et puis, finalement, l'envoyer au référendum. Hein. Mais comprenez, là, que il y a un processus de dialogue, puis pas juste dialogue, là, vraiment de délibération profonde avec la population. Puis dans la population, j'inclus tous les acteurs, spécialistes, experts, groupes, individus, tout le monde. Là, hein. J'inclus tous ces différents acteurs-là qui forment finalement le peuple. Et ce processus-là, en fait, hein, ça peut peut-être vous sembler étrange, mais c'est en fait le processus qu'on utilise à l'Assemblée nationale. Hein. Il y a des discussions en commission, on prépare un projet, on l'envoie à première lecture, il y a un feedback, on revient, on envoie seconde lecture, puis finalement on envoie une troisième lecture souvent. Ça dépend là, de quelles assemblées on se trouve, mais c'est un processus législatif qui existe déjà, mais là, c'est que ce processus-là, ce serait entre vous, hein, et vous avez un peu le rôle de la commission de l'Assemblée nationale et que le peuple, ce serait un peu comme l'Assemblée nationale. Hein, ce serait à la plénière, donc pour la consultation. Et la décision finale se prend bien sûr par référendum. Tout ça pour dire que le processus de dialogue comme ça est déjà un peu peaufiné, mais là, il faut l'adapter, hein, à la situation dans laquelle on est. Et ce que ça permet, tout ça, ça peut sembler très long et ça l'est, hein, je ne vous le cacherai pas, mais comme je le dis encore, ce que ça va permettre, c'est d'avoir des propositions qui, au lieu d'être acceptables, moyennes ou pas si pires, hein, ou parfois, dans ce qui existe, on serait hors de ce qui existe de toute manière. Fait qu'on ne serait pas dans le médiocre. Mais au lieu d'avoir de l'acceptable, puis du moyen, puis du pas pire, puis du bon, on aurait de l'excellent. On aurait des très bonnes propositions sur lesquelles on aurait pris le temps de se pencher. Puis une fois qu'ils sont mis en œuvre, hein, si on s'aperçoit que, dans le processus, on avait ignoré ce que telle personne nous avait dit, on avait ignoré telle proposition, puis c'est vrai que dans le fond, on aurait pu la modifier, ces informations-là seraient déjà consignées dans les archives, finalement, de l'Assemblée constitutionnelle, hein, et on pourrait se dire, dans près de 10 ans, 20 ans, là, après avoir expérimenté ça, c'est vrai que, dans le fond, qu'on a négligé un aspect-là, puis qu'on peut faire un petit twist, qu'on peut faire une petite modification, puis là, avoir le système parfait. Hein, entre guillemets, là. Et puis donc, autrement dit, tout ce travail-là n'est pas du tout perdu. Hein. Ce travail-là reste dans l'histoire, reste écrit et peut servir de base, hein, à une modification future si c'est nécessaire. Et bon, là, ça, c'est le processus de ce que j'appelle de dialogue ou de délibération. Hein. L'autre élément, j'en ai discuté à travers la discussion de ce processus-là, mais j'aimerais ça y revenir de manière précise ou particulière. J'appelle ça la philosophie avec laquelle les gens d'une assemblée citoyenne comme ça doivent aborder leur travail. Et là, je me permets de dire que, encore une fois, je ne suis pas certain que les membres du groupe constituant ont le loisir, hein, ils n'ont tout simplement pas le temps de suivre cette recommandation-là, ce qui devrait être, à mon avis, la bonne philosophie d'une organisation, d'une assemblée comme celle-là. Et donc, ça se divise, comme je l'expliquais, en deux grandes questions, d'une certaine manière, qu'une assemblée doit se poser comme ça sur les différentes propositions qui lui sont faites, hein, à différents niveaux, tant pour l'agenda, pour l'ordre du jour, que pour les propositions en tant que telles, pour les propositions de changement sur chaque sujet qui était choisi et isolé. Hein. Et donc, la première aspect, c'est bien sûr, hein, il faut, c'est pas inintéressant de dégager des points de consensus, hein, puis de savoir c'est quoi les priorités des gens en général. Hein.
c'est nécessaire de le faire parce que ça donne une idée quand même d'où est-ce qu'il y a un problème, que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème. Hein? Puis si tout le monde reconnaît qu'il y a un problème avec le mode de scrutin au Québec, ou beaucoup de gens le reconnaissent, ça veut dire qu'il y a quelque chose là à faire à ce niveau-là, puis que notre régime, notre système électoral, pour prendre cet exemple-là, hein, est plutôt dysfonctionnel. Cependant, puis là je continue avec l'exemple que j'ai choisi. Par ailleurs, je vais revenir sur le mode de scrutin dans la partie 8 pour vous expliquer un peu justement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme mode de scrutin qui innoverait par rapport à l'Europe elle-même. Hein, au lieu de copier et d'imiter les modèles qui sont là-bas, comment, une fois après avoir fait ça, comment on pourrait les modifier pour proposer des modèles différents. Mais donc, après avoir dégagé les points de consensus comme ça, hein, qui pourrait s'avérer au Québec, là, dégager le point de consensus que les gens s'entendent généralement à ce qu'une proportionnelle, ce serait meilleur. Hein? Mais il y a plusieurs types de proportionnels. Et là, il va falloir ensuite, hein, comme je le disais, soutirer les meilleures idées parmi les propositions qui vous sont faites. Puis les meilleures idées, pour être absolument franc, là, hein, c'est bien probable que les meilleures idées, il y a quelques personnes qui les défendent. Puis que ce ne soit pas du tout des points de consensus. Puis que ce ne soit pas l'idée bien formulée, là, hein, que ce soit une ou deux personnes, peut-être juste une personne, hein, peut-être quelques personnes qui vous donnent finalement une très bonne solution aux problèmes qui se présentent à vous. Hein. Et donc, dans une assemblée comme ça, une des premières tâches, ça va être de tenter d'isoler des personnes comme ça qui apportent vraiment un raisonnement intéressant, hein, ou qui semblent répondre, avoir prépensé un peu la question par rapport à d'autres et qui apportent une solution intéressante. Hein. Des personnes, des organisations ou des groupes, là, mais ça, disons, prenons des individus pour se limiter à ça, là, hein, donc d'isoler ces idées-là. Hein. Puis une fois que vous avez isolé ces idées-là, vous pouvez, comme je le disais, commissionner ces gens-là pour qu'ils développent un peu leurs idées si vous sentez que c'est nécessaire, que c'est possible ou que ce serait mieux de le faire. Puis vous pouvez même prendre ces idées-là puis demander à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein, incluant même des spécialistes internationaux. Par exemple, si on adoptait le système électoral, c'est un exemple encore une fois, mais d'un pays scandinave non nommé X, hein, puis qu'on avait l'idée de modifier quelque chose, hein, on pourrait aller voir 4, 5, 6, une dizaine, même envoyer un genre d'appel à tous dans ce pays-là en particulier, puis leur demander, nous, on penserait au Québec modifier telle affaire, on penserait adopter votre mode de scrutin, mais modifier telle chose. Parce qu'il nous semble qu'il y a un petit peu un problème, ou que c'est possible de le modifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait intéressant de le savoir. Eux, ils ont une bonne expérience, là, comment il fonctionne ce mode de scrutin-là. Puis, il y en a peut-être qui vont dire, bien, effectivement, là, vous avez une solution qui devrait nous inspirer nous-mêmes. Hein? Il y en a d'autres qui vont dire, bon, on n'est pas sûr. Mais ça va permettre d'avoir une... bon, évidemment, on peut faire ça avec eux, mais on peut aussi le faire avec des gens qui connaissent un peu plus la question, qui se sont penchés sur cette question-là au Québec, en Amérique du Nord, au Canada. Hein. On peut le faire localement chez nous, mais on peut aussi, comme je le disais, isoler des gens là, qui peuvent nous aider finalement à avoir une proposition qui est beaucoup plus mieux faite, mieux formulée d'une certaine manière. Et la raison pour laquelle c'est nécessaire de faire ça, hein, c'est parce que inévitablement, sur cet ensemble de questions-là, ce que la majorité pense, hein, la majorité va être souvent bonne ou le consensus va être bon pour identifier le problème. Mais pour apporter la solution à ce problème-là, s'il y a encore un problème, puis si le problème n'a pas encore été réglé, c'est probablement parce que la solution n'est pas si simple que ça. Hein. Puis donc, il faut peut-être plus compter sur sur trouver une solution excellente, mais qui n'est pas répandue nécessairement, que s'imaginer que le point de consensus suffit. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, mais autrement dit, hein, les bonnes solutions risquent, comme je le disais, de ne pas avoir nécessairement un ensemble très grand de promoteurs. Hein. Entre autres parce que, écoutez, il y a certaines de ces questions-là aussi qui sont quand même très spécialisées et sur lesquelles certaines personnes se sont penchées, hein, mais que dans le monde même académique, les autres ne sont tout simplement pas spécialisés dans ce sous-domaine-là.
T'sais. Si vous allez en Sciences Po ou en droit, là, pour parler du mode de scrutin, il y a sans doute des profs qui connaissent rien au mode de scrutin. C'est juste pas leur domaine. T'sais, il y a des profs de droit ou des profs de Sciences Po qui se spécialisent sur d'autres choses. Fait que, il y a quelques personnes qui spécialisent sur le mode de scrutin. Puis encore, actuellement, ils vont faire d'autres choses aussi à côté. Bon, ces personnes-là risquent au moins d'avoir une compréhension un peu plus aiguisée de la chose, disons. Mais encore, c'est pas nécessairement d'eux que les meilleures idées vont sortir. Ça peut être de quelqu'un d'autre. Puis donc, il faut pouvoir isoler ces gens-là et puis leur dire, vous nous suggérez quelque chose d'intéressant. Là, pourquoi est-ce que, pas pourquoi, mais est-ce que vous voulez approfondir ça pour nous puis nous faire un rapport sur ça par après. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu comme si vous vous doteriez de conseillers ad hoc, sélectionnés de manière temporaire pour développer un sujet, puis après avoir rendu leur rapport, ils rentrent chez eux, en guillemets. C'est pas conseiller à vie, là, mais pour des sujets particuliers. Mais l'idée, quand je parle de la philosophie de l'Assemblée, c'est de dégager des points de consensus et soutirer les meilleures idées. Et j'ose dire que soutirer les meilleures idées est certainement le point sous-développé entre les deux et que le plus gros du travail va se situer là. Ça peut sembler surprenant de dire ça, mais c'est absolument clair que le plus gros du travail intellectuel de comprendre les propositions qui sont en train d'être formulées va être là, et c'est là que le travail va payer. C'est là que de trouver les bonnes idées vont faire en sorte qu'on va avoir un système qui est excellent pour l'avenir. Donc, je pense que ça fait le tour de cette idée-là de dialogue et de philosophie. Pour faire un retour sur Constituant, je ne pense pas que vous, dans le cadre d'un an, avec les informations qui vous ont été présentées, que vous êtes en mesure même d'aller soutirer ces idées-là. On a pris un peu pour acquis qu'on ne changerait pas les institutions électorales au Québec en partant. Fait que, si des gens arrivent en vous suggérant de les changer, vous n'avez pas le temps puis vous n'êtes pas nécessairement équipé en matière d'organisation pour pouvoir apprécier ce genre d'idées-là puis voir s'il n'y a pas effectivement quelque chose d'intéressant dans ces idées-là. Puis là, on s'entend que ces idées-là peuvent être très larges sur différents sujets. Et que chaque sujet risque d'avoir un débat qui est un peu compliqué. Si on prend l'exemple des médias, par exemple, puis qu'on arrivait au Québec, puis on posait la question vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour les médias au Québec, là? Je connais un petit peu le sujet, mais à mon avis, vous auriez une masse de gens qui vous diraient quelque chose, des spécialistes qui vous diraient pas mal toutes la même chose, qu'il faut éviter la concentration des médias, puis vous aurez certaines personnes que je n'aimerais pas, mais qui sont devant vous, qui viendraient vous dire d'autres choses. Parce que il y a d'autres choses qu'on peut faire, puis il y a une autre manière qu'on peut penser ces choses-là, outre juste limiter la concentration des médias. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes au Québec qui, à ma connaissance, se spécialisent là-dessus. Les seuls autres que je connais, c'est 2 professeurs aux États-Unis. Fait que dans un cas comme celui-là, par exemple, si vous reteniez l'idée que cette personne-là vous propose sur les médias au Québec, vous pourriez aussi convoquer ces 2 profs-là, puis venir leur dire, expliquez-nous ce que vous avez dit dans votre livre-là. Vous l'avez peut-être lu, leur livre avant, mais venez nous expliquer ce que vous êtes en train de dire parce qu'on veut se pencher là-dessus puis on veut savoir si ça mérite d'être mis en place ici au Québec. Tout ça pour dire que dans ce cas-là, il y aurait peut-être, un exemple, 3 personnes, peut-être si on en rajoute 2-3 autres que je ne connaîtrais pas au Québec, qui viendraient peut-être vous parler un peu de cette idée-là, mais qui l'ont peut-être juste pas eu avant, qui l'ont peut-être pas connu avant. Là, il faut dire une chose quand même, puis c'est important, puis c'est intéressant de le souligner, c'est que ce que je suis en train de vous décrire, c'est la réalité présentement, dans une société constitutionnellement bloquée, où il n'y a pas d'évolution constitutionnelle. Mais dans la mesure où une assemblée constitutionnelle qui se crée, là, ça change tout. En ce sens qu'au lieu d'avoir quelques personnes qui se penchent sur des questions comme ça, la plupart des universitaires vont se prêter au jeu et vont détourner leur attention, non pas vers juste faire de l'analyse de ce qui existe dans le monde, mais aussi aller chercher les bonnes idées, sachant qu'ils pourront aller devant l'Assemblée nationale puis leur proposer. Fait qu'au lieu d'avoir des idées un peu isolées de quelques personnes, comme c'est le cas dans la société présentement, pour certains types d'idées, on aurait un débat déjà, on aurait une base déjà beaucoup plus profonde
hein, dans les milieux académiques, intellectuels et dans les organisations de la société civile et dans la population elle-même, on aurait un niveau de débat supérieur, hein, à tous les niveaux, mais différemment selon le niveau, hein, et qui ferait en sorte que la réalité un peu la réalité que je suis en train de vous décrire maintenant, là, dans le fond, c'est la réalité dans notre société sans la porte ouverte d'une assemblée constitutionnelle. Mais une fois qu'on ouvre la porte, ça va être, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont pouvoir se pencher sur des solutions, hein, dans le milieu académique notamment, au lieu de se pencher sur l'analyse de ce qui existe, ce qui est important de le faire, là, mais ce qui est peut-être surfait dans les milieux universitaires, notamment en sciences sociales. Hein. Parce que ouvrir un débat comme ça, ouvrir une porte comme ça, ça change les consciences. Hein? Puis c'est ça que je suis en train de vous dire. Il y aurait une transformation à d'autres niveaux dans la société qui fera en sorte que qu'on serait dans un... Disons qu'il y aurait peut-être plus qu'une ou deux personnes qui viennent vous suggérer certaines idées, qu'il y en aurait peut-être une dizaine ou une quinzaine qui serait dit, dans le fond, cette idée-là, là, c'est pas pire, puis on va la défendre auprès de l'Assemblée constitutionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir ici, hein, c'est premièrement le dialogue permanent avec la population, et puis ensuite la philosophie de la recherche des points de consensus, mais aussi la recherche, que j'ose dire, de l'excellence dans les propositions et de ce qu'on peut appeler les meilleures propositions, hein, qui est d'une certaine manière des meilleures solutions, on peut peut-être les appeler comme ça, qui est une autre question, hein, et il faut combiner les deux et puis faire une œuvre à la fois de démocratie, mais aussi de raison, hein, et puis mettre ces deux choses-là ensemble pour arriver aux meilleures solutions pour le Québec. Et c'est très légitime de le faire en matière constitutionnelle, parce que dans matière constitutionnelle, c'est les normes qu'on met là vont avoir un impact très large. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, enfin, c'est pas pour vendre les présentations qui vont suivre, là, mais il y a dans une autre présentation qui va suivre celle-ci, je vais aussi discuter d'un autre point qui est un peu lié, là, hein, en ce sens que je vais peut-être annoncer un peu là, ce que je vais dire dans cette présentation-là, qu'avec une assemblée constitutionnelle, hein, le champ du constitutionnel va s'élargir. Et donc, si on prend l'exemple du mode de scrutin, hein, au lieu d'avoir peut-être un ou deux mots dans la Constitution ou une phrase sur cette chose-là, on pourrait avoir plus d'informations là-dessus. On pourrait avoir un détail plus grand. Hein. J'expliquerai ce que je suis en train de dire dans la présentation qui va suivre, là, mais essentiellement, hein, ce que je suis en train de dire, c'est qu'approfondir comme ça va permettre là, d'avoir dans ce détail-là, hein, une assise beaucoup plus solide, hein, dans ce cas-ci comme exemple, là, le système électoral au Québec. Mais évidemment, ça s'applique à tout. Si on prend par exemple, hein, la question du développement durable ou de la transition écologique, appelez ça comme vous voulez, on pourrait fixer des principes, hein, un bon paragraphe dans la Constitution qui disent essentiellement qu'est-ce qui est constitutionnel, hein, puis qui disent indirectement aux juges, hein, quelles lois ne seront pas constitutionnelles. Parce que si la loi viole ces principes-là, hein, étant donné qu'on veut aller vers une transition écologique, ces lois-là devraient être invalidées. Ou ces mesures, ou ces dispositions, ou ces actions exécutives-là devraient être invalidées. Et puis donc, on peut, de cette manière-là, hein, avec une assemblée constitutionnelle, approfondir la matière qu'il y a dans la Constitution elle-même. On n'est pas obligé de le faire. Hein. On pourrait toujours décider de mettre... Par exemple, moi, ce que je mettrais, hein, pour le mode de scrutin dans la Constitution, là, ce serait un mode de scrutin proportionnel et préférentiel. Hein. Mais on pourrait mettre ça, hein, si on est d'accord avec mon idée, là, on pourrait mettre juste proportionnel, hein, mais si on met, mettons, proportionnel et préférentiel, on pourrait aussi mettre un peu de détails autour pour expliquer ce qu'on est en train de dire. Hein. Ce qui n'est pas inapropos, ce qui n'est pas inapproprié parce que pour s'assurer que la loi va dans ce sens-là. Donc, comme je le disais, ce qu'il y a à retenir ici, c'est le dialogue, puis la philosophie de rechercher les meilleures solutions et aussi les points de consensus, ce qui est un élément essentiel pour bien comprendre qu'est-ce que cette assemblée-là ferait.